Donc, moi, je suis vachement fier de vous recevoir à l'Assemblée. C'est un truc, un endroit où ça vous décourage de publier des bouquins parce que vous en voyez arriver vraiment. Et ça vous décourage de les lire aussi parce que ça s'accumule et vous culpabilisez de tout ce que vous n'avez pas lu. Et donc, j'ai vu arriver 3 livres dont je voyais les liens manifestes entre eux. Donc, La caste de Laurent Mauduit, Les prédateurs des milliardaires contre les États de Catherine Le Gall et Denis Robert, et une BD, là, Les riches au tribunal, l'affaire qui a Usac et l'évasion fiscale, de Monique et Michel Pinson-Charlot avec des dessins d'Étienne Lécroard. Donc j'ai vu arriver les 3, je me suis dit, bon, bah, s'ils sont d'accord, et j'ai la chance qu'on ait réussi sur le plan matériel et que vous ayez été d'accord pour qu'on se retrouve aujourd'hui. La première chose deuxième chose que je vais dire, pour être franc et transparent, c'est que j'ai pas lu en entier vos 2 bouquins. Je sais, ça se fait pas de le lire, mais moi, je préfère le dire en toute franchise. Et donc, j'ai lu le début, une petite centaine de pages de chacun, et je fonctionne comme un vrai homme politique, ou des fois comme un vrai animateur de télévision, avec des notes qui m'ont été fournies par Joseph, mon collab, quoi. Donc, voilà. J'aimerais bien qu'on parte peut-être d'une citation de Marc Bloch, à propos de l'étrange défaite que vous citez Laurent Mauduit, et qui en dit long, c'est « Quelle que soit la nature du gouvernement, le pays souffre si les instruments du pouvoir sont hostiles à l'esprit même des institutions publiques. À une monarchie, il faut un personnel monarchiste. Une démocratie tombe en faiblesse pour le plus grand mal des intérêts communs, si ces hauts fonctionnaires, formés à la mépriser et par nécessité de fortune issus des classes mêmes dont elle a prétendu abolir l'Empire, ne la servent qu'à contre-cœur. » Et c'est une citation qui date, qui fait écho à la défaite de 1940, mais qui semble parfaitement fonctionner pour aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'il y a en commun dans les 3 livres, pour moi, c'est une colonisation de l'État, une colonisation de la démocratie par la caste, par une oligarchie et qui s'empare de l'État. C'est exactement ça. La question que pose Marc Bloch est une question qui est très importante et qui parcourt notre histoire, hein, sur est-ce que la République a une haute fonction publique conforme à ses valeurs, hein. 1848, pendant la Révolution, Hippolyte Carnot pose la question, Marc Bloch pose la question pour populaire. Et donc, si j'ai exhumé cette phrase-là en exergue du livre, c'est que j'ai eu le sentiment que, en fait, notre haute fonction publique d'aujourd'hui avait fait sécession. C'est-à-dire qu'elle a été formée pour défendre l'intérêt général. Et le sentiment que j'ai eu, c'est qu'elle a abandonné la défense de l'intérêt général pour la défense d'intérêts privés et les siens. Et ça se fait, à mon sens, en 2 temps. Il y a d'abord un premier temps qui est ce que je ramasse d'une formule volontairement polémique, un hold-up sur le CAC 40. C'est-à-dire, au fil et à mesure de 30 ans de privatisation, les hauts fonctionnaires chargés de les mettre en œuvre les réalisent à leur profit. Hein, donc ça change le moteur du capitalisme français puisqu'on bascule dans un capitalisme beaucoup plus tyrannique et donc ces hauts fonctionnaires adhèrent à la conception de ce nouveau capitalisme de nature anglo-saxonne, mais hop, ils colonisent d'abord le CAC 40. Et si vous regardez par exemple les banques aujourd'hui, toutes les banques françaises, toutes, ce ne sont que des banques dirigées par des inspecteurs des finances. BPCE, Société Générale, bref. Et ensuite, il y a un second temps, et c'est là où on en arrive à la colonisation des sommets de l'État, c'est qu'après les pantouflages, c'est-à-dire les départs du public vers le privé, il y a les rétro-pantouflages, qui sont massifs. Si vous regardez aujourd'hui, et c'est récent, c'est beaucoup plus récent, depuis 5-6 ans, et juste rapide état des lieux, qui est le gouverneur de la Banque de France ? Quelqu'un qui a passé 10 ans chez BNP Paribas, qui est le patron de la Caisse des dépôts, quelqu'un qui vient de l'assureur générale. Vous pouvez donner les noms, parce que dans votre livre, vous n'en privez pas de donner les noms. Absolument. C'est quasiment un annuaire ou un catalogue de la corruption sociologique. Hein, voilà, il faut documenter pour que c'est une utilité civique, citoyenne. Donc, qui est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Il a passé plus de 10 ans chez BNP Paribas, qui est le patron de la Caisse des dépôts et consignations, l'organisme public financier le plus influent, notamment dans les territoires. C'est Éric Lombard, qui vient de l'assureur Generali, vous savez, la galaxie Bernheim-Bolloré, qui est le directeur de cabinet actuel du ministre des Finances. Il vient de Mediobanca, qui était son adjoint, qui la semaine dernière est passé à la direction du Trésor, il vient d'HSBC. Bref, il y a une colonisation, comme on le disait à l'instant,
une sorte de privatisation des postes clés de la République. Et derrière ça, un phénomène majeur, c'est qu'en fait, la muraille de Chine ancienne qu'il y avait autrefois entre l'intérêt général et les appétits privés, cette muraille de Chine s'est lézardée, tellement lézardée que Macron assume cet effondrement, puisque même maintenant, dans la réforme qu'il veut promouvoir, les années passées dans le privé par des hauts fonctionnaires seraient comptabilisées dans un plan de carrière d'un fonctionnaire public. Et donc voilà, et donc il y a un rétro-pantoufleur en chef, évidemment, c'est Macron lui-même, parce qu'il est très emblématique de ce mouvement, puisqu'il commence inspecteur des finances, il passe chez Rothschild, et puis il revient dans la sphère publique. Voilà, donc je ne parle même pas de son secrétaire général, qui lui-même, à cause des affaires qui lui collent maintenant au train, l'affaire de ses liens avec ce groupe familial, ça montre bien toute une série de problèmes, de conflits d'intérêts que pose cette porosité, cette consanguinité totale entre cette colonisation de l'État par des intérêts privés. Ouais. Ça me fait écho, moi, un propos que j'avais eu avec Geoffrey Goens, qui est un chercheur belge qui travaille sur l'Union européenne, et je lui parlais de lobby. Et il me disait, mais lobby, ça ne correspond plus à la réalité des temps. Parce que le lobby, ça suppose une pression qui vient de l'extérieur. Exactement. Or, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de pression de l'extérieur, puisque c'est de l'intérieur que là, il parlait de l'Union européenne, mais que l'Union européenne où les appareils d'État sont colonisés. Exactement, parce qu'on peut prendre ça en termes de politique publique. Je prends un exemple. Pourquoi est-ce que je citais François Villeroy de Galhau ? Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, l'un des symboles de l'économie sociale à la française, c'était le système autour du livret A. Le livret A remplissait 2 missions d'intérêt général. La rémunération de l'épargne populaire. Les gens modestes pouvaient mettre leur petit pécule dans un coin et c'était protégé de l'inflation. Et 2, l'argent collecté était centralisé à la Caisse des dépôts et servait à financer le logement social. Donc 2 missions d'intérêt public. Vous connaissez l'histoire du livret A, il a été banalisé. Et maintenant, qu'attend-on du gouverneur de la Banque de France qui vient de BNP Paribas radicalement aussi le livret A? On attend de lui ce qu'il a fait. On a un taux du livret A qui est à 0,75%, alors que l'inflation est à plus de 2. Un hold-up, une spoliation des épargnants modestes historique, sans précédent depuis 1818. Donc, et on peut décliner ça dans les différentes sphères de la politique publique. On retrouve les mêmes implications. La colonisation par l'un des membres de la caste induit une politique que l'on devine. Alors, c'est l'étrange défaite de Marc Bloch, qui est la France vendue à l'Allemagne, quasiment à ce moment-là. Non, c'est pas vendu à l'Allemagne. Ce que dit Marc Bloch, c'est beaucoup plus intéressant que ça, et ça a une résonance actuelle. Le reproche que fait Marc Bloch, c'est un reproche aux élites publiques de l'époque. Elle leur dit, oui, vendu à l'Allemagne. Vous étiez déjà du côté des vainqueurs, même qu'ils soient arrivés. C'est la trahison des élites publiques. Vous aviez une mission. On pourrait dire à nos élites d'aujourd'hui la même chose. Notre modèle social est en danger à cause de la mondialisation. Et c'est précisément au moment le plus important où vous auriez dû, vous, comme défenseur de l'intérêt général, être là pour nous aider à défendre le modèle social. Eh bien, vous avez fait défaut à ce moment-là, vous êtes passé dans le camp adverse. C'est le reproche symétrique à celui que Bloch fait aux élites de l'époque. Vous citez aussi, le taux de détention du capital des groupes français du CAC 40 par des fonds d'investissement étrangers progresse d'environ 5% en 1985 à 48% à la fin des années 90, alors qu'aux États-Unis, il est de 20% et en Grande-Bretagne de 30%. Oui. Est-ce que vous liez cette trahison des élites au fait qu'il y a aussi le capital qui aujourd'hui appartiennent pour l'essentiel à des fonds d'investissement anglo-saxons? Il y a 2 choses connexes qui se déroulent. Il y a à la fois une mutation des règles du capitalisme. On bascule d'un capitalisme dit rénant d'économie sociale, à un capitalisme beaucoup plus tyrannique. Et ce sont les privatisations qui, en ouvrant le capital des grands groupes aux grands fonds de pension anglo-saxons, conduit à cette évolution-là. Et ce qui est ça modifie tout, la gestion des entreprises, mais ça modifie aussi le débat public, parce que les PDG, ex-inspecteurs des finances, qui adhèrent à ce nouveau capitalisme, défendent progressivement, à partir de 1983-1984, ce seront eux les promoteurs du fameux diktat de Tina.
Hein, il y a There is no alternative. There is no alternative. En clair, pour nous, vu de France, la doctrine Bercy. Hein, c'est simple, la doctrine Bercy. Il y a trop d'impôts, il y a trop de déficits, il y a trop de dettes, les vieux coûtent trop cher, vous connaissez. Mais le programme de Macron, ce n'est que ça. J'entends tous les jours, en tout cas. Oui, ben oui. Comme journaliste, j'en tiens aussi tous les jours la chronique. Et donc, mais parce que je rappelle dans mon livre qu'il fut un temps pas très ancien, 1960, où la haute fonction publique de Bercy était diverse à la direction de la prévision, pardon, c'est pas une anecdote, qui est créée par Giscard en 65. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a Michel Rocard, il y a des communistes. Bon. Et s'ils ne sont pas d'accord entre eux, au lieu de faire une note pour le ministre qui veut faire une réforme, ils en font deux, qui réhabilitent le politique dans son rôle d'arbitre. Là, aujourd'hui, ce serait inconcevable. Ils pensent tous, l'aspect désespérant, ils pensent tous pareil. Posez-vous une question, y a-t-il une seule réforme depuis 30 ans, sous les gouvernements dits de gauche ou de droite, qui n'ait pas été conçue par cette machine à broyer la pensée qui est le ministère des Finances? Moi, honnêtement, j'en vois qu'une seule. C'est les 35 heures, encore qu'ils ont fait la prise de judo pour que ce soit les 35 heures avec la flexibilité et la modération salariale. Mais tout le reste, c'est une machine à écraser les pensées. Alors que l'économie, c'est un aspect noble, c'est l'économie politique, c'est la part de choix des hommes. Donc il faudrait que les hauts fonctionnaires eux-mêmes alimentent des idées contradictoires, plurielles. Alors vous faites plaisir. Vous citez Paul Ricoeur, donc le philosophe dont Emmanuel Macron a été l'assistant très temporairement, mais vous le citez en 1968 et il dit ceci: le danger aujourd'hui est que la direction des affaires soit accaparée par des oligarchies de compétences associées aux puissances d'argent. Donc j'imagine que vous voyez dans Emmanuel Macron le symbole de la fusion des deux. Et voilà, voilà, il a réalisé, l'a concrétisé le danger que son maître à penser pointé. C'est terrible. Alors là, ce que vous montrez, c'est une porosité de l'appareil d'État. Plus qu'une porosité, quasiment une fusion et une confusion de l'appareil d'État avec les intérêts privés. Ce que, finalement, Denis Robert, vous allez illustrer avec Catherine Le Gall à travers deux parcours et à travers des... On parlait de la Caisse des dépôts et consignations, d'ailleurs. C'est pour ça, parce que dès qu'il parlait, je faisais une connexion avec mon histoire. Voilà. Par exemple, tu parlais de la Caisse des dépôts, mais c'est avec ça qu'avec l'argent des retraités ou des livrets de caisse d'épargne, qui rachète quand même Quick, quoi, la boîte de hamburgers, ce qui est quand même énorme, quoi. C'est le point de départ de mon histoire. Vas-y, raconte le rachat de Quick, donc, parce que Quick, ça va, tout le monde connaît, c'est pas trop compliqué. Donc, comment ça se passe et voilà, comment ça se passe? Ouais. D'abord, il m'en fallait beaucoup. Connaissant les emmerdements que c'est ce genre de bouquin en termes d'enquête, de travail, de pression, de temps passé, de peu d'argent gagné. Enfin, l'économie de ce genre de livre, c'est quand même assez terrible. Donc, après Clearstream et les 10 années que j'avais passées, pour me motiver sur un sujet, il fallait quelque chose d'un peu spécial, quoi. Alors, il y a eu vaguement l'histoire Charlie Hebdo où j'ai bossé sur la spoliation de Cavana, mais c'était autre chose. C'était mon amitié pour Cavana qui a déclenché ça. Là, c'est l'énormité de cette idée du point de départ. Et cette énormité, c'est ce que tu racontais un peu, c'est quand même que, in fine, de l'argent public, mais énormément d'argent public, puisque c'est 760 millions d'euros, servent à acheter une boîte de hamburgers. Et que la Caisse des dépôts, puis appelons un chat, qui est quand même une banque publique, qui normalement doit protéger l'État, doit investir sur tout ce qui est infrastructure, route, enfin, qui avait été créé au moment de Napoléon, après la Bérésina, pour que justement il y ait une indépendance et que l'État soit tout le temps sauvé par cet argent public. C'est l'argent des petits épargnants, c'est l'argent des... Je cite, parce que dans le livre, j'essaie souvent de faire des rapports. On me reprochait souvent dans mes autres bouquins, en disant oui, les affaires de blanchiment, il y a plein d'argent, mais on voit pas tellement le rapport avec la vie quotidienne des gens, etc. Là, je raconte l'histoire par ailleurs, je faisais un documentaire et il y a un légionnaire qui s'est battu pour nous dans des pays et qui s'est pris une balle et qui a pu toute sa tête. Et il y a l'assistante sociale, évidemment, elle ne sait pas que je suis en train de faire le bouquin, qui renvoie sa pension. Enfin, lui, il ne peut pas gérer son argent parce qu'il est sous tutelle. Et les 2000 € qu'il touche, elle dit, on le donne à la Caisse des dépôts parce qu'on sait que ça sera bien géré, etc. Mais folie, ça ne sera pas
pas bien gérée du tout, puisque cet argent, elle va servir à acheter une boîte d'hamburgers pour faire plaisir à un milliardaire qui s'appelle Albert Frère. Et alors, ce truc énorme, au début, quand on me le raconte, parce que la première fois qu'on m'en parle, je suis encore dans Clearstream, ça doit être en 2004-2005, j'y crois pas. Le mec qui m'en parle, je me dis, bon, c'est comme... T'as des tas de barjots qui viennent te voir avec des histoires et qui te racontent des trucs avec des complots et tout. Et donc, moi, je les vois de loin et donc j'y croyais pas. Et après, ce que j'ai trouvé très troublant, c'est la manière dont la Caisse des dépôts a utilisé des masques pour justement qu'on n'accède pas à cette information. Parce qu'évidemment, elle apparaît jamais. Et donc, ce qui était passionnant dans cette enquête et ce qui m'a excité, et d'ailleurs, je l'ai écrite et j'ai fait le travail avec Catherine parce que je trouve qu'à deux, j'en avais un peu marre d'être seul et c'est lourd à porter. Et à deux, on se complète assez bien. C'est de voir le raffinement extrême avec lequel, parce que c'est dans les détails que ça devient intéressant, avec lequel ils se sont cachés, parce que 98,8% de Quick appartient in fine à la Caisse des dépôts via un truc assez compliqué qui s'appelle un fonds commun de placement à risque. Moi, je ne savais pas que ça existait. Et tout ça, ça enrichit ce fonds commun de placement à risque dans lequel il y a des actionnaires ou plutôt des sociétaires, on ne sait pas qui ils sont aujourd'hui. Alors, il y a des listes qui circulent, il y a un casting d'hommes politiques, de choses comme ça, mais j'ai pas voulu aller sur ce terrain-là, d'une part parce que je cherchais pas le scandale pour le scandale, je cherchais, comme disent les Brésiliens, au mécanismo, c'est-à-dire le mécanisme qu'il y avait derrière tout ça. Et c'est là où on entre dans un deuxième stade de fascination. Pour moi, faut dire, faut être un peu barjot pour être fasciné par ça, mais c'est de comprendre que d'une part, il y a une énorme magouille pour cacher tout ça, pour enrichir certains. On voit que la Caisse des dépôts sert à ça. Et qu'ensuite, quand Albert Frère veut vendre absolument tout ça, c'est pour investir tout de suite dans Gaz de France. Donc Sarkozy, qui est quand même quelqu'un de très habile, moi je l'ai vu à l'œuvre avec Clearstream, comme il a réussi à manœuvrer Villepin, etc. Là, il va être très très fort, parce qu'en fait, il va privatiser finalement Gaz de France, quoi. Parce qu'il était pas, il avait toujours dit qu'il le ferait pas. Et à qui il va le vendre ? Il va le vendre à Frères et Desmarais, qui sont dans Suez. Et c'est Suez qui rachète la Gaz de France, qui est quand même un joyau public. C'est dans le bouquin, à un moment j'ai failli l'appeler comme ça, le bouquin La chaleur des pauvres, quoi. On a vendu la chaleur des pauvres. Et ce qui est très énervant, c'est que vous savez, quand vous avez 3 jours de retard avec Suez ou Engie, on vous fait chier parce que vous payez des indemnités, etc. Mais c'est à ces types-là qu'on doit cette situation, quoi. C'est parce qu'on n'a pas été vigilant, c'est parce que, comme tu l'as dit, François, le problème, c'est pas que les milliardaires nous fassent les poches, c'est leur métier en quelque sorte. Mais c'est que l'État n'ait pas su nous protéger et encourager ça. Et donc, voilà. Et donc, eux, avec l'argent récupéré, une partie des 760 millions, bah, ils vont grimper dans le capital de Suez, ils vont passer de 2 à 10%, et les 800 millions qu'ils ont investis m'ont rapporté 4 milliards en l'espace de 6 mois, parce que Suez, qui était un groupe très endetté avec Gaz de France, ils prennent une valeur incroyable, quoi. Et donc, voilà, c'est tout ce mécanisme-là que je trouve assez fascinant et complètement révoltant, quoi. Le résultat de tout ça, ça fait quoi, ce genre d'affaires ? Ça accélère la pauvreté, ça fabrique de la pauvreté, et donc ça fabrique de la colère, et la colère va... Pauvreté, ça fabrique du désarroi politique quand tu as le sentiment que ceux qui doivent te protéger ne te protègent plus. Exactement. Et qu'au contraire, ils sont passés à l'ennemi. Ce qui peut être surprenant, et on va glisser vers le livre de Monique et Michel Pinson-Charlot, c'est derrière l'absence d'enquête, l'absence d'investigation policière, l'absence de 15 perquisitions en même temps chez Desmarais, Albert Frère. Non mais voilà, là il n'y a rien. Sur Uramine, il n'y a pas des perquisitions en série pour comprendre comment ça se fait qu'on aille chercher qui dans l'appareil d'État a accepté de racheter et qu'on les fasse auditionner, garde à vue, mais on leur enlève la ceinture et les bretelles et on les met devant des policiers et on les interroge et on les cuisine et on voit un peu qui a failli dans ce processus. Et là, c'est comme si c'est raconté dans des bouquins, ok, bon, il y a ceux qui vont aller chercher dans les bouquins la vérité ou des bouts de vérité au moins, mais ensuite,
pour ce qui est de la justice, elle passe pas, et elle passera pas. Non, c'est un des réels problèmes, c'est-à-dire c'est toujours cette absence totale de justice. Alors après, quand on dit que le corps judiciaire est inféodé au pouvoir politique, quand on tient ce genre de propos, on dit ouais, enfin tu généralises et tout. Mais là, on a des exemples très concrets. Pourquoi il n'y a pas eu de commission rogatoire sur Quick? Pourquoi c'est si lent sur Uramine? Pourquoi Lauvergeon, elle vient d'être mise en examen là pour 3 ou 4 ans après? Enfin, il y a quelque chose de... Alors après, il y a le problème des médias. J'ai presque l'impression maintenant que moins les médias, on va dire mainstream, en parlent, plus les gens se disent ah ouais, mais s'ils en parlent pas, donc ça doit être intéressant, donc les gens achètent le bouquin. Mais quand même quoi. Tu vois, enfin je veux dire, ils vont inviter Zemmour partout et ce genre de livres. Enfin, on voit bien qu'il y a des traitements en notre défaveur en tout cas. Donc. Mais là, pour une fois, là, il y en a un qui passe au tribunal, donc. Ouais. C'est tout l'objet de votre BD. Ouais. Vous avez dit, maintenant qu'on l'a fait en bouquin, on va faire nos œuvres complètes en bande dessinée. Comme moi, j'ai lu que Le Capital en bande dessinée. Donc bon. Donc là, il y en a un qui passe au tribunal, c'est Cahuzac. Et donc vous allez aux audiences du procès Cahuzac. Et ça donne quoi alors? Ça nous a permis de faire une enquête sociologique sans mal. C'est-à-dire qu'on arrivait le matin à 7h du matin parce qu'il n'y avait qu'une dizaine de places pour le public. Donc il fallait arriver tôt et être sûr d'avoir une place. Et après, on se posait avec Michel. Et puis, on avait devant nous Jérôme Cahuzac, sa femme. On avait tous les avocats. On avait les banquiers suisses, les banquiers Rey. On avait les avocats. On avait toute l'oligarchie, en quelque sorte, toute la classe sociale qui était là. Et évidemment, les magistrats, le président de cette 32e chambre correctionnelle, le parquet national financier avec Eliane Houlette et son procureur Jean-Marc Toublanc. Et on n'avait qu'à prendre des notes. Alors, on n'avait pas le droit de sursauter, parce que si on sursautait, tout de suite, le président du tribunal disait « Attention, hein, la prochaine fois, vous partez ». Mais c'était difficile de ne pas sursauter à quelquefois. Mais ce qu'il y avait de très intéressant, c'était nous, avec Michel, on aime sentir les gens, sentir, je sais pas, les interactions vivantes. Et ce type de procès, c'est trop génial. Parce que, par exemple, entre Jérôme Cahuzac... C'est trop rare, donc. Ah ben c'est trop rare, voilà, exactement. Entre Jérôme Cahuzac et sa femme Patricia, en fonction de la tension du procès, il y avait 1, 2 ou 3 chaises qui les séparaient. Voilà. Plein de choses comme ça. À un autre moment, le président, donc Jérôme Cahuzac, parle de son premier compte offshore qui est créé par Philippe Péninck, un avocat d'extrême droite, extrêmement ami avec la famille Le Pen, et le président du tribunal, à un moment, demande à Jérôme Cahuzac « Mais comment est-il possible ? Vous vous réclamiez de Rocard à cette époque, vous vous réclamez de la gauche socialiste, et vous vous faites ouvrir un compte offshore par un type d'extrême droite. Comment est-ce possible ?» Jérôme Cahuzac dit « C'est un ami, c'est un cousin de ma femme, enfin, on passe nos vacances ensemble, il savait faire les montages offshore, il n'y a pas de problème. » Et donc c'était intéressant de voir un homme qui baigne au milieu des plus puissants, trouvant tout à fait normal de travailler aussi bien avec l'extrême droite qu'avec la gauche, avec la droite. Enfin, pour lui, c'était pas un problème. Et en effet, dans nos enquêtes, toutes ces divisions ne sont pas des problèmes parce que la classe dominante est toujours dans la synthèse de ses intérêts. Le conflit d'intérêts, la séparation des pouvoirs, franchement, c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'ils nous donnent ça en pâture, ils vous donnent ça en pâture, notamment aux classes moyennes intellectuelles, pour qu'on ne voit pas qu'en réalité, on est face à une classe sociale au sens marxiste du terme, qui est totalement transversale à tous les domaines de l'activité économique et sociale. Et là, quand on parle de l'État, quelquefois on en parle, c'est un problème à l'oral qu'on a nous aussi, c'est-à-dire comme une chose qui serait indépendante des rapports de force, mais bien sûr que non. L'État est traversé par les rapports de force sociaux liés au rapport de classe de notre société, rapport de classe
qui dépendent du fait que la propriété privée des moyens de production, de communication et tout ça donne du pouvoir, alors qu'il suffirait de supprimer cette propriété privée et de se la partager et de faire ensemble ce qu'on a envie de faire. Hein ? Alors, je vais peut-être développer... Alors, la justice, comment tu l'as vu par rapport... Parce que là, tu ramènes un nouvel élément qui est que, pour une fois, il y a une porosité entre l'appareil d'État et les intérêts privés, dont Jérôme Cahuzac est la preuve vivante, mais en même temps, il se retrouve au tribunal, pour une fois. Alors, il se retrouve au tribunal, mais parce que grâce à Mediapart, grâce à tout ce qui s'est passé, il a plus eu le choix. À un moment donné, il a été obligé d'avouer. Alors donc, il y a Mediapart, il y a aussi des inspecteurs des impôts. Dans cette BD, il y a tout un chapitre qui est vraiment poilant, et on n'a pas eu d'ennui jusqu'à présent, où c'est tout le monde savait. Il a été en réalité, et c'est sa bonne femme, c'est Patricia. Patricia, comme le couple volait en l'air, eh ben, elle a décidé de se venger contre son mari, qui, ma foi, l'avait fait pas mal souffrir d'un point de vue conjugal, enfin, dans leur intimité. Et du coup, elle met des détectives, et puis elle va vendre la mèche. À partir du mois de janvier 2013, elle va vendre la mèche. Et à ce moment-là, ça prend une ampleur beaucoup plus importante. Donc, si vous voulez, l'histoire de Jérôme Cahuzac, c'est pas du tout le résultat de la traque fiscale des services de Bercy. C'est pas du tout le résultat du fonctionnement normal de l'État tel qu'on pourrait l'attendre. C'est le résultat du travail de journalistes d'investigation et puis d'un conflit familial, exactement comme l'affaire Bettencourt, comme l'affaire Wildenstein, comme les 50 000 repentis fiscaux qui végètent dans les OSTDR de Bercy, qui sont le résultat d'Hervé Falciani, des lanceurs d'alerte, qui ont fait un travail magnifique sur la banque HSBC, UBS et tout ça. Donc ça n'est presque jamais le résultat de la traque des services fiscaux de Bercy. Pour la bonne raison, d'abord, qu'il y a de moins en moins de salariés, que ça diminue chaque année. Il y a eu 30 000 emplois de moins à Bercy depuis le début des années 2000, c'est énorme, et qu'il y a maintenant des avocats fiscalistes, des cabinets d'avocats fiscalistes qui traitent, alors c'est des grands noms, c'est des nobles et tout ça, qui traitent à la place de Bercy, qui négocient avec les repentis fiscaux. Même on a plutôt l'impression que tu dis le fonctionnement de l'État, on a presque l'impression plutôt que le fonctionnement de l'État serait de tenter d'enterrer l'affaire, d'être bien gêné quand ça surgit, et c'est bien parce qu'il y a une accumulation de trucs que l'État est obligé de basculer et de se mettre en branle. Quoi. Voilà, c'est exactement ce que je dis, et de traiter l'affaire Cahuzac comme une affaire individuelle. C'est toujours la même stratégie, c'est un arbre, c'est un individu, et nous, cet arbre, on est persuadé qu'il cache la forêt. Et c'est ce que nous montrons dans cette BD, c'est-à-dire que la fraude fiscale, elle est tellement généralisée que Jérôme Cahuzac est quand même nommé ministre du Budget. On en a donné la preuve là, alors que tout le monde savait, y compris au plus haut niveau, ça ne pouvait pas être autrement. Et si on relit bien le livre d'Havet et qu'on regarde, quand il pose la question à François Hollande, mais est-ce que vous saviez? Eh bien, quand on analyse bien, on se rend compte qu'il louvoie complètement parce qu'il ne veut pas dire, il ne peut pas dire évidemment qu'il savait, mais en tout cas, nous, on montre qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. Voilà. Et par rapport à la justice, ce qu'il y a eu de très intéressant, c'est que il y a eu le parquet national financier qui a été créé suite à l'affaire Cahuzac et qui a joué pendant tout le procès un rôle bizarre. Il s'adressait à l'opinion publique, c'est-à-dire qu'Eliane Houlette et Jean-Marc Toublan tenaient des discours dans leur réquisitoire absolument hallucinants. Ça pouvait être un discours de moi, de toi, enfin, je veux dire, c'était vraiment un discours de gauche, très dur contre la fraude fiscale, vous vous rendez pas compte, et alors pendant ce temps, on peut plus faire fonctionner les hôpitaux, c'est une responsabilité, etc. C'était très agréable. Et puis après, quand arrivait la sanction,
C'était tout à fait autre chose. C'est-à-dire que la première sanction qu'a subie Jérôme Cahuzac, c'était 3 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité, et puis une amende, je ne me souviens plus combien, alors que, suite à l'affaire Cahuzac, les députés ont travaillé pendant toute une année, pendant plusieurs mois, pour aboutir à une loi contre la délinquance financière du 6 décembre 2013, qui faisait monter la peine, dans le cas de Jérôme Cahuzac, pour ce cas-là précisément, de 5 à 7 ans. De 5 à 7 ans avec la nouvelle loi. Et lui, il est condamné à 3 ans, c'est-à-dire moins que l'ancienne loi avant qu'on fasse la nouvelle loi. Si c'est pas du foutage de gueule, ça, moi, qu'on me l'explique. Hein. Alors donc, il fait appel parce qu'il ne veut pas aller en prison. Donc, le temps passe, nous, pendant ce temps, on fait d'autres livres, et puis on vient pour l'appel écouter la plaidoirie change d'avocat, il passe de Jean Veil à Dupond-Moretti, et là, c'était vraiment passionnant, parce que Dupond-Moretti a un discours à 2 niveaux, donc il dit Jérôme Cahuzac a fait quelque chose de très très mal, enfin il le juge moralement de façon... Mais il ne veut pas aller en prison, et en effet, la prison n'est pas du tout adaptée au cas de Jérôme Cahuzac. Donc je vous demande, messieurs les membres de la justice, là, de à la fois aggraver la peine de Jérôme Cahuzac, mais de l'empêcher d'aller en prison. Et du coup, il a eu 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 2 fermes. Et la prison, 2 ans ferme, c'est aménageable avec un bracelet électronique. Du coup, la question que je me pose, finalement, le problème, c'est que ça, peut-être pas dans le détail, mais en gros, ça peut être un sentiment général qu'il y a ce pillage et il n'y a pas une nouveauté. Aujourd'hui, comment on fait pour se débarrasser de cette caste et pour la remplacer ? On est bien sûr en état de la remplacer. On est les plus nombreux. C'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. La question est stupide. Voilà. C'est nous qui sommes les plus forts et c'est nous qui perdons. Et eux qui sont en train de gagner. Il faut dire qu'on est cons. Je veux dire, la responsabilité, c'est la nôtre. C'est la vôtre. On est vraiment responsable de ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment une femme en colère parce qu'avec le dérèglement climatique et les riches qui spéculent sur le dérèglement climatique, non seulement ils ne le freinent pas, mais ils spéculent dessus avec des produits financiers assez raffinés, on a vraiment un rendez-vous avec l'histoire. Et là, aujourd'hui, on n'a pas envie de plaisanter avec cette question. Donc, il faut que nous, on arrive à s'unir, à se rassembler, en dehors des petits chefs, des égos et de tout ça, tous unis dans notre diversité. Et il y en a marre de ces périodes électorales où on sent que ça y est, on va revivre encore les mêmes choses avec des clivages. On n'en veut plus. L'heure est trop grave pour se permettre ça. Alors, Laurent Mauduit, bon, comment on la dégage et comment on la remplace ? Alors, comment on la dégage ? Il y a un cadre général, il faudrait changer de république. Et ensuite, mais quels sont les contenus d'une autre république ? Et donc, moi, je peux dire ça au regard du travail que j'ai fait. Donc, moi, ma démonstration, c'est dire, voilà, il y a un groupe de hauts fonctionnaires, une oligarchie qui a pactisé avec la finance. Donc, je pense que la première des urgences, c'est de briser les reins de cette oligarchie financière. Et je pense que l'un des enjeux majeurs, l'une des solutions majeures, c'est de prendre le contrôle des banques. Je pense que ça revient en permanence dès qu'il y a une crise financière. Sans nationalisation des banques, on n'y arrivera jamais. Il faut changer l'horlogerie de ce capitalisme-là. Et c'est dans les banques. Maintenant, si tu nationalises les banques sans changer la classe politique... J'y viens. J'allais le dire. C'est que... dans la 6ème République, il y a plein de choses qui coulent de source, une justice indépendante, une respiration. Moi, je pose la question de la haute fonction publique et je trouve que, du même coup, il faut se poser des questions qu'on ne pose jamais. Moi, je rêve d'une haute fonction publique, de serviteurs de la République, dévoués à la cause de l'intérêt général. Mais dévoués, c'est-à-dire des gens divers. En fait, on a une haute fonction publique à l'image de ce qu'est devenu le capitalisme aujourd'hui. Il faudrait une haute fonction publique à l'image de ce qu'est le pays réel. Et donc, je trouve que la question notamment de la formation
hein. Donc moi, dans le livre, je conclus dessus en disant qu'il faudrait, comme signe symbolique, supprimer l'ENA et supprimer l'inspection des finances. L'inspection des finances, c'est simple, hein, ça ne sert à rien. C'est une association d'entraide d'oligarques, hein, qui font des déjeuners entre eux pour s'entraider mutuellement. Hein. À la Libération, les résistants voulaient la suppression de l'inspection des finances, et pour la petite histoire, c'est le ministre communiste de la fonction publique qui s'y opposait, un certain Maurice Thorez. Hein. Bon, mais je trouve que l'idée des résistants de la Libération est une bonne idée. Ils l'avaient parce qu'ils avaient évidemment joué un rôle assez moche sous Vichy. Bon, voilà. La question de la formation des élites publiques me semble une question importante parce qu'en fait, l'ENA, créée la Libération, avait pour ambition d'assurer l'égalité de l'accès aux carrières publiques à tout le monde. En fait, ça s'est retourné en son contraire, c'est devenu le moule de l'oligarchie. Et donc je pense que l'idée de Marc Bloch était simple. Marc Bloch engueule le Front populaire, qui a l'idée en 1936-1937 de créer une ENA, et Marc Bloch leur dit non, il faut laisser à l'université, dans le pluralisme de ses approches, le soin de former les élites publiques. Et je trouve que le fil du conducteur est important. Troisième piste que je livre, c'est il faudrait évidemment reconstruire cette muraille entre l'intérêt général et les appétits privés. La loi permet de condamner des gens qui ont exercé l'autorité publique sur une entreprise privée et qui ensuite s'y font embaucher. Donc la loi, le code pénal, prévoit les passages du public au privé. Mais en sens inverse, il n'y a rien. Et pardon, moi, citoyen, j'aimerais bien savoir sur quel dossier a travaillé l'associé gérant de la banque Rothschild, Emmanuel Macron, parce que j'aimerais savoir si ensuite, quand il devient ministre de l'économie, il n'est pas en conflit d'intérêts. Or, on ne sait jamais. Et donc, je trouve qu'il faudrait reconstituer cette barrière de sorte qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle à Bruxelles les revolving doors, les fonctionnaires essuie-glace, public, privé, privé, public, et en fait, qui conduisent à la destruction des missions d'intérêt public. Voilà quelques pistes. D'accord. Il y a des dossiers sur lesquels on sait que Macron a travaillé dessus. Hein. Je mentionne juste comme ça au passage, mais le dossier de Lagardère en particulier, où il a travaillé sur Lagardère quand il était chez Rothschild. Il me semble que c'était sur la revente d'un certain nombre de périodiques du groupe Lagardère, et Lagardère était satisfait de ses services. Oui. Ensuite, il a été aux côtés de Hollande. Il a trahi la Société des rédacteurs du Monde parce qu'il s'est présenté comme leur défenseur et en fait, il travaillait secrètement pour le camp adverse. Il a travaillé aussi pour le patron de Nestlé qu'il a connu au sein de la commission Attali. Donc il était chez Rothschild tout en travaillant pour Sarkozy dans le cadre d'une commission. Bon, voilà. Ouais. Donc on sait ce que la presse a révélé, mais... Et c'est Rothschild qui a fait le montage de Quick. Et alors nous, on bichait. En plus, Emmanuel Macron était chez Rothschild, mais c'était le bureau d'en face, quoi. Mais ceci dit, c'est sa culture, ses fusions-acquisitions, la défiscalisation. Enfin, c'est Rothschild ou Lazare quand tu as ce genre de montage. Et toi alors, comment la caste? Comment on s'en débarrasse? Comment on la remplace? Je réfléchissais à quand vous parliez, il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, de se dire, et c'est une réflexion que j'ai en ce moment, que la situation devient tellement asphyxiante, tellement injuste, tellement que mon rôle, en tout cas je parle de mon point de vue, est peut-être de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de franchir le pas et de dire, je vais essayer de faire de la politique, puisque ton propos l'est, autrement, de m'engager, etc. Mais c'est là où je commence à avoir un problème, quoi. C'est parce que comme je cherche pas à faire carrière, et je me dis, et c'est là où je veux répondre, parce qu'il n'y a que la politique qui peut résoudre ce problème-là. La révolution, en tout cas, c'est pas, il y a longtemps peut-être que je rêvais à ça, mais j'y crois pas, en tout cas comme ça. Et alors, il y a des lieux de pouvoir où ça peut bouger, je pense à Bruxelles, et je pense que ces élections européennes sont très importantes, mais j'ai l'impression que tout est déjà verrouillé. Et donc, pour lutter contre cette oligarchie, contre ces castes, c'est pas au niveau national, c'est au niveau transnational. Et je vous donne un exemple, c'est l'affaire LuxLeaks, où on était dans ce qui me semble être la quintessence de cette
prédation, où on voit que des multinationales ne payent pas d'impôts alors que nous, on crève sous les impôts. Et il devait y avoir une commission d'enquête parlementaire et ces types devaient être condamnés. Enfin, il devait se passer des choses très concrètes là-dessus et il ne s'est rien passé parce que les lobbies, parce que tout ça. Et donc, Bruxelles est un lieu de pouvoir, mais Bruxelles est cadenassé par Juncker, etc. Il y a eu des missions d'information. Les rescrits fiscaux ont été négociés pendant que Jean-Claude Juncker était Premier ministre du Luxembourg, ministre des Finances du Luxembourg et ministre des Finances de l'Eurogroupe. Et maintenant, il a été coopté par l'oligarchie européenne pour être président de la Commission européenne. Comment voulais-tu qu'il y ait une enquête? Je sais, mais si. Tu sais pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? C'est parce que à Bruxelles, enfin, le fonctionnement fait que la décision ne se prend pas au Parlement, ni à la Commission, etc. Tu as une commission où sont les représentants des groupes. Je crois qu'ils sont 5. Et il y avait Pervej Bernès, je me trompe peut-être sur son nom, qui est la représentante socialiste. Et à un moment donné, les socialistes français qui auraient pu voter pour la commission d'enquête ont voté comme le PPE. Et il y avait en face qu'un type comme Philippe Lamberts, qui est le vert. Et il y a eu, je crois, 3 contre 2. Mais ça s'est joué, il y a eu une guerre à l'intérieur, mais il faut décrypter tout ça. Et à un moment donné, s'ils décident de faire une vraie commission d'enquête avec des moyens coercitifs, Juncker saute, les types passent au tribunal, etc. C'est pas passé loin. Souvenez-vous de l'émoi que ça a suscité. Alors, à contrario, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi dès le tour et le journaliste à Luxembourg. C'est une énormité totale. Il y a eu des cris, il y a eu de l'effroi, il y a eu tout ça, et puis après, c'est repassé. Il y a quelque chose d'increvable dans ce système, et c'est vrai que on pourrait être désespéré. On l'est pas parce qu'on fait des bouquins. Et pour poursuivre sur la réponse, et je te rejoins, je pense qu'en 2008, si on avait nationalisé des banques, ou moins une banque, la Société Générale par exemple, aujourd'hui la nationalité, c'est plus possible, ça coûte très très cher, parce que je me suis un peu penché sur cette question. Avec une banque nationalisée, on bouleverse le système. Et donc là, ils ont même pas... Les Anglais très libéraux l'ont fait, ouais. Oui, mais donc ça c'est une solution. Et après, il y a toujours le problème de l'évasion des capitaux et des paradis fiscaux. Et là, j'en reviens, s'il y a un domaine que je connais, c'est celui-là, c'est les chambres de compensation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu les contrôles et que tu arrives à voir où part l'argent, eh ben tu bloques, c'est qu'à l'argent qu'on peut taper. Et donc il faut des contrôles indépendants. Aujourd'hui même la Banque de France ou le gouvernement, enfin tout ça est aux mains. Aujourd'hui, il y a tu parlais tout à l'heure de la caste. Il y a Macron a nommé, j'ai oublié le nom de cette femme qui vient de chez Goldman Sachs pour contrôler la Banque de France. Et c'est la même personne qui contrôle aussi la Caisse des dépôts. Donc c'est cette culture. C'est ça. Ouais. Donc, et contrôler ces outils financiers transnationaux, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est des informaticiens, mais parce que les paradis fiscaux aujourd'hui, le Luxembourg se porte très bien, Singapour c'est hyper florissant, donc il y a comme des vases communicants entre tout ça, et l'argent continue à partir. Donc la question reste toujours posée, comment des pays aussi riches que les nôtres produisent autant de pauvreté pour qu'on n'y arrive pas, etc. Donc nous, pour l'instant, moi je me dis, mon job c'est de faire des documentaires, de faire des livres, mais voilà quoi, toi tu as franchi le pas de faire de la politique, et c'est vrai que tu nous représentes en quelque sorte, parce que t'es assez isolé, enfin on voit bien que politiquement je suis pas majoritaire tous les jours. Non, moi je conclue, on va donner la parole à la salle, mais moi je crois que dans toutes les mesures que vous proposez, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, et pour dégager des gens qui sont corrompus au sens sociologique, c'est-à-dire que pas forcément qu'on leur a filé des pots de vin, mais enfin ils appartiennent à des univers, à la fois à l'univers de la finance et à l'univers politique. Donc, et pour ça, la question clé, c'est comment on fait pour qu'il y ait une aspiration populaire qui fasse que ça pousse, et qu'il y ait autre chose. Et là, on n'a pas la clé. Voilà, je pense que ce soit des petites mesures ou le grand horizon de libération, de toute façon, il faut qu'il y ait une volonté politique, et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté populaire. Moi, je le disais pendant ma campagne, mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Et c'est comment on fait pour que la somme des mauvaises nouvelles, et même de ces livres-là, à la limite, n'enfonce pas les gens dans l'apathie politique, dans le découragement, dans la résignation, dans finalement, on sait très bien qu'ils sont tous pourris en haut, mais dans un dégagement vers quelque chose de positif. À mon avis, de toute façon, pour qu'il y ait un mouvement, il faut toujours qu'il y ait une pression qui parte de la base. Et ensuite, même si Mélenchon il avait été élu, même si demain il y a une élection qui est en la faveur d'une vraie gauche, dont on peut dire qu'elle n'arrive pas là pour trahir aussitôt les intérêts du peuple, pour moi, si immédiatement
il n'y a pas un mouvement populaire colossal, eh ben, c'est plié. Parce qu'en face, il y aura toujours la caste, elle sera là au ministère de l'économie, elle sera là, à chaque coin de bureau, elle sera là. Dans chaque journal qui paraîtra le lendemain, la caste, elle sera là. À chaque petit coup de semonce envoyé par Bruxelles, la caste, elle sera là. Donc si jamais, face à ça, il n'y a pas une immense aspiration populaire qui vienne donner une légitimité permanente à l'élu, pour venir dire qu'il a raison, il a le droit de venir secouer le bastringue, pour moi, c'est cuit. Et le gars, il se retrouve tout seul, isolé au sommet, avec quelques ministres éventuellement autour de lui, un appareil, il fera quelques trucs, mais ça ne sera pas, que ça soit révolutionnaire ou pas révolutionnaire, que ça soit vers la fin du capitalisme ou pas vers la fin du capitalisme. Mais pour moi, il n'y aura pas de transformation notable sans, de toute façon, un véritable mouvement populaire qui l'élection ne suffira pas. Il faudra absolument qu'il y ait un véritable mouvement. Mais pour moi, ça passe évidemment par des prises de conscience et par, je dis, ce qui manque le plus aux gens, c'est pas la conscience, c'est la conscience de leur force. La confiance qu'ils peuvent changer les choses et c'est l'espérance en fait. Ce qui fait que les gens ne se bougent pas, c'est qu'on part vaincus d'avance. On n'y croit pas. Bon, et c'est pour ça que sur le mouvement du 17 novembre, par exemple, moi, je le redis, c'est Lénine qui disait des fois, les révolutionnaires, ils sont tellement bêtes qu'ils auraient une révolution, ils ne la verraient même pas devant eux. Donc, je veux dire, là, je ne dis pas que ça va partir là-dessus, mais si c'est ça qui est le point de détail qui soulève les gens, mais si c'est l'étincelle, pour parler comme Lénine, moi je dis, je prends. Mais du coup, et par contre, après, il faut en faire autre chose. Il faut canaliser, il faut trouver des chemins, mais voilà. Bon, on arrête là, ça vous va ? Ouais.